Oui, effectivement, on va être là pour environ 1h30. Donc, on va dans un premier temps discuter un peu Adèle et moi, enfin surtout Adèle, et on va aussi vous montrer quelques extraits, parce qu'Adèle avait envie de parler soit d'acteurs, soit même moi, je voulais l'interroger sur certains de ses rôles. Et ensuite, bien évidemment, si vous avez des questions, si vous vous ennuyez pas trop, si vous êtes toujours là, on vous donnera le micro. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais commencer avec la première question, qui est que tout à l'heure, à la présentation de Naissance des pieuvres, tu disais que pour toi, c'était un film matriciel. Effectivement, c'est ton premier film au cinéma, et j'avais envie de savoir en quoi il était matriciel et comment c'est passé. Je suppose que tu as passé un casting, et donc comment ça s'est passé, pourquoi tu as choisi ce film, et voilà. Enfin, que tu nous racontes un peu la matrice. D'accord. Et déjà, je suis hyper touchée de voir que vous êtes aussi nombreux. Je ne sais pas lesquels d'entre vous sont là librement et lesquels sont forcés. Ça fait plaisir. Mais ouais, du coup, je ne sais pas, je peux peut-être me présenter déjà pour tout le monde en fait, parce que vous n'êtes pas mes parents. Du coup, c'est sûr. Je vous raconte un peu ma vie. Non, en fait, j'ai dit ça au départ de Naissance des pieuvres parce que c'est quand même une rencontre majeure, la rencontre avec Céline Sciamma. Qui a été vraiment mon partenaire de vie et de travail depuis le début de ma carrière. Donc, Naissance des pieuvres, c'est 2006. Voilà. Après, comment je suis arrivée précisément à ce moment-là, en fait, c'est un casting sauvage, parce que c'est pas un casting sauvage, donc en fait, c'est dans la rue. Il se trouve que j'avais fait déjà un film avant, et que en fait, c'était là aussi un casting sauvage, donc c'était la même directrice de casting que j'ai recroisé dans la rue et qui m'a reproposé de venir au casting de Naissance des pieuvres. Et en fait, j'étais un peu échaudée par ma première expérience au cinéma, et du coup j'étais un peu dubitative. Et en fait, c'est vrai que la rencontre avec Céline a été assez déterminante dans la décision de faire ce film. Et puis il y avait déjà cette qualité, je trouve, de scénario qui s'est confirmée par la suite, parce que évidemment elle a fait, elle brille vraiment aussi par ses scénarios, pas que, mais aussi. Et voilà, en fait, c'était vraiment un processus de casting simple avec des auditions. Je crois que ça a été assez rapide que Céline décide que j'allais faire le film, et c'est plus moi qui ai mis un peu de temps à répondre, mais et voilà. Et que... Attends, je vais dire d'autres choses, mais... Moi, sinon, j'avais une autre question qui était... Non, tu veux... Non, c'est quelque chose. Non, mais voilà, je trouve que c'était... Enfin, pour ceux qui l'ont vu, là, qui ont eu l'occasion d'assister à la projection, je sais pas si... Enfin, bon... moi, j'ai été vraiment frappée par ce film, quoi. Je trouve qu'il est... Il est d'une douceur, il est aussi super précurseur sur pas mal sur le traitement de la féminité à l'adolescence, en fait. C'est-à-dire, c'est un film qui a quand même été tourné en 2006, donc bien avant MeToo, bien avant tout le mouvement finalement de soulèvement féministe aussi, quoi. Et je trouve que dans le traitement du désir, c'est en ce sens très, très précurseur, quoi. Et voilà, je trouve aussi qu'on retrouve la composition des cadres de Céline, la façon dont elle joue, dont elle a quand même elle est très sérieuse dans les thèmes qu'elle aborde, mais elle a un truc aussi très ludique et un amour de la fiction, je trouve, qui se ressent déjà dans Naissance des pieuvres. Voilà. Et tu pensais quoi de ton rôle à l'époque, et qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Ouais, ça a un peu changé, je crois. C'est à l'époque, je me rappelle plus trop c'était quoi le leitmotiv qu'on avait dans la promotion. Mais là, ce que je trouve frappant, c'est l'aspect entre qui est vraiment incarné par la natation synchronisée, en fait, entre la surface et le derrière le décor, quoi. Et du coup, ça implique déjà un glissement dans la constitution du personnage, dont j'étais pas forcément consciente à l'époque, mais où en fait c'est vraiment un personnage figure, c'est-à-dire c'est vraiment le label du lycée américain quelque part, et en fait qui est donc quand même un peu schématique au départ, et avec lequel on va glisser progressivement vers l'intimité, en fait. Et du coup, même dans ce film, il y a déjà des trucs où, voilà, dans
dans les attitudes qui sont pas de la même qualité de jeu, entre guillemets, entre les scènes où, où on est genre en représentation, et ensuite tout le moment où l'intimité arrive, et en fait on sent le personnage un peu peut-être plus garçon manqué aussi, moins comme ça naïade, et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup après dans le travail sur justement constituer des personnages en fonction de non pas de l'unité psychologique mais des questions de rapport. En fait on pourra revenir là-dessus après si tu veux. D'accord. Oui, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'effectivement elle incarne dans un premier temps une sorte d'objet de désir, et ensuite il y a ce glissement que finalement c'est pas une position qu'elle assume totalement, ou en tout cas qu'elle l'assume en surface et que finalement pas. Et du coup je me demandais parce que enfin tu vois c'est dur de jouer ça, je trouve qu'il y a une forme de subtilité, et du coup qu'est-ce que tu te racontais rien, non, c'était non. Là en fait après coup je peux conceptualiser. Mais sur le moment, j'avoue que j'avais pas l'impression que dans le jeu, il y avait du jeu, au sens mécanique, si vous voulez. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y avait qu'une seule façon de jouer. Et là, c'est vrai que je dois revenir sur le premier film que j'ai fait, qui s'appelle Les Diables, et qui était vraiment un film où j'avais l'impression qu'il y avait une unique façon de jouer qui était liée à l'intensité et à la justesse, en fait. Et j'avais pas compris que le jeu en tant que tel était le domaine du jeu. Je sais pas comment vous dire, mais à quelle distance on se place du réel et qu'est-ce qu'on choisit de représenter. C'était ça l'enjeu de jouer. Et donc comme Naissance des pieuvres c'est je dirais que c'est mon premier film, mais c'est en vrai le deuxième. J'avais pas encore conscience qu'il y avait là tout un domaine super excitant de création et de responsabilisation. Alors certes, c'était le début de la collaboration avec Céline, donc en fait on a commencé à échanger à partir de ce film sur beaucoup de choses en termes de cinéma, en termes de politique et de bien d'autres choses. C'est le début de conversation si vous voulez, mais à ce moment-là, j'avais pas l'impression d'être aussi responsable de mon personnage qu'aujourd'hui. Ça, c'est un grand changement. Je sais que Paolo demandait la différence. La différence, elle est là. Mais en fait, je vois aussi même Céline dans l'ampleur qu'elle... Je parle toujours d'elle, mais c'est vrai que nos deux parcours sont liés, en l'occurrence, là, puisqu'on parle de Naissance des pieuvres, mais je vois qu'elle aussi, elle a épousé, pour ceux qui ont eu la chance de voir... je dis la chance, parce que moi, j'aime beaucoup ces films, mais bon, chacun fait son avis là-dessus, mais je veux dire, qui ont pu voir Naissance des pieuvres et qui ont pu voir le portrait de la jeune fille en feu, je trouve qu'il y a quand même à la fois quelque chose de commun dans la conception des cadres et tout ça, vraiment les entrées de champ, les espaces vides laissés par des gens, ça c'est un truc qui est fou. Comment Céline elle arrive à texturer l'espace. Là je me disais, voilà comment en fait les idées passent par des objets, passent par des dynamiques dans l'espace. Alors on pourrait en parler plus précisément, mais ça je trouve ça fou. C'est-à-dire qu'à la fois on la reconnaît pour la qualité de ses dialogues, à la fois ces dialogues sont quasiment indépendants de la façon dont un espace se joue et dont les enjeux arrivent. Et ça c'est particulier, mais qu'est-ce que je voulais dire? C'était pas ça, c'était... Ah merde, j'ai oublié, pardon. Bon, voilà, je te oui, non, c'était bien sur le fait que tu parlais beaucoup de Céline, mais qu'en même temps vous aviez des parcours communs. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que Céline aussi, elle a pris une ampleur romanesque dans le portrait de la jeune fille en feu. Enfin, il y a quelque part où, voilà, le fait qu'elle se soit autorisée à aller dans un film d'époque, de reconstitution officielle, si vous voulez, il y a plus d'ampleur et il y a plus de prendre la place. Et moi, de la même façon, j'ai longtemps considéré que acteur, c'était évidemment, c'est toujours le cas, c'est effectivement être au service d'un projet, mais ça n'empêche pas qu'on peut prendre sa responsabilité et avoir un geste artistique. Et ça, c'est aussi une différence, et je trouve une grille de lecture assez intéressante par rapport, si vous vous intéressez à voir comment les acteurs que vous aimez ou quoi, c'est de voir à quel point ils signent ce qu'ils font. À quel point ça veut pas forcément dire que c'est mal, parce qu'on peut aussi décider que le rapport au jeu, pour ceux qui font du théâtre, il y a quelque chose d'extrêmement fort dans un rapport presque chamanique, je dirais, où d'un coup et je pense à ça, par exemple, je peux penser à des films comme La vie d'Adèle dans ce cadre-là, qui est pour moi une espèce d'incarnation de ce truc-là, où il y a genre un metteur en scène qui extrait plus ou moins volontairement de ces actrices des émotions extrêmement fortes. Et donc, ça implique un rapport de plateau qui est différent. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va plus m'intéresser de créer des rapports plus collaboratifs. Voilà.
C'est une idée entre une verticalité et une horizontalité sur un plateau, et qu'en gros, la vie d'Adèle, il extrait un peu malgré elle, et donc elles n'ont pas trop la possibilité de signer, là où pour toi, il y a cette envie de signer qui est très forte. Aujourd'hui, oui, ça m'amuse en fait. Enfin, aussi, c'est parce que le jeu est... Enfin, il est lié à plein de dimensions, à des dimensions politiques, artistiques, mais il y a aussi une dimension d'excitation, de plaisir de la composition. Et comment tu l'as construit justement cette idée de comme ça petit à petit, parce que tu vois dans Naissance des pieuvres c'est encore très intuitif et que même s'il se passe déjà des choses, elles sont pas encore là, disons qu'il y a une maîtrise qui est aussi liée à une expérience et à une pratique, mais ensuite comment ça se... Après, il faut voir film à film. En fait, pour moi, il y a une date qui change dans mon... Alors, est-ce que je dois raconter un peu plus toute la carrière ou pas? C'est tu libre. J'essaie de te suivre après. Non, mais c'est juste que... Mais en effet, la question de la carrière, elle est importante puisque les choix que tu fais, de fait, te permettent ou pas de signer des rôles et donc d'élaborer des choses. Donc oui, parlons aussi de la carrière. En fait, du coup, Naissance des pieuvres, c'est 2006 donc sorti en 2007. Et en fait, moi j'ai après fait des études et j'ai recommencé à tourner en 2010. Donc une année où j'ai fait l'Apollonide et en ville et en autre film. Fonterra, non je rêve. Mais c'est... Voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'entre après 2010 et la date qui est pour moi une date de changement par rapport à ma façon de jouer, c'est 2012. Parce que 2012, en fait, je recommence à faire du théâtre. Et du coup, je m'intéresse vraiment à la technique de jeu. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment, je pars dans tous les sens, mais bon, j'espère qu'au bout d'un moment, voilà. Mais vous suivez. Voilà. Enfin, puis de toute façon, si ça vous ennuie, vous pouvez aussi vous lever. Enfin, non, c'est vrai, j'ai pas du tout envie de vous tenir captif. Mais comme ça m'excite, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 2012, en fait, comme moi, j'ai pas fait d'école aussi, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas fait d'école de théâtre. Moi, j'ai fait une formation d'économiste, enfin comment on appelle ça, de prépa commerce, et en fait, si vous voulez, j'abordais tout comme un bloc. Je me disais, bon, voilà, c'était aussi une peur, le fait de ne pas se responsabiliser, ça venait du fait de se dire, je suis complètement illégitime, j'ai aucune technique. Enfin voilà, dans Naissance des pieuvres, j'ai un rythme à tonne, j'ai un ton très, finalement, qui va très bien dans le film, je veux dire, mais qui est vraiment, genre, c'est un peu linéaire, on n'est pas en train d'improviser des folies avec le rythme du texte, quoi. Et du coup, en 2012, en fait, reprenant le théâtre dans une pièce, dans une mise en scène de La Mouette, mis en scène par Arthur Noziciel, et on joue dans la cour d'honneur à Avignon. Et en fait, du coup, je reprends le début. Comme on en a parlé de la ponctuation, j'ai repris le début du rapport au texte, c'est-à-dire juste apprendre à faire des suspensions, des conclusions et des points d'exclamation. Voilà. Mais c'est des trucs cons, mais je veux dire, ça permet de tout d'un coup pas voir pour ceux qui étudient le théâtre, de pas voir genre les textes comme des pavés en bloc, quoi. C'est juste de permettre d'insuffler du rythme là-dedans. Et au début, c'est très laborieux parce que c'est pour faire un mini pas, ça m'a pris genre vraiment méga longtemps. Enfin, je faisais des trucs ultra faux. D'ailleurs, j'ai eu une période où je jouais très faux, et au théâtre surtout. Et non, mais parce que en fait, merde, là pardon, je pars encore le film. Mais ce que je veux dire, c'est que au théâtre, à un moment, j'ai cru que je voulais absolument servir des univers. Et du coup, je me disais, même si je ne comprends pas les enjeux, je les suis. C'est-à-dire, même si, par exemple, je ne comprends pas pourquoi on me demande de faire ça, ou pourquoi est-ce qu'on me dirige comme ça. J'ai eu pas mal d'exemples, mais je ne sais pas s'il faut les dire, je ne sais pas si c'est très sympa, mais bon. Ils ne sont pas là, a priori. Non, ils ne sont pas là, mais... Enfin, et du coup, en fait, après, j'ai compris, mais un peu trop tard, dans certains cas, que en fait, la personne communiquait mal avec moi. Et que du coup, moi, j'essayais, par exemple, j'ai déjà été dirigée par quelqu'un qui ne savait pas jouer. Et du coup, il me dirigeait à l'intonation, mais je ne comprenais pas. Je me disais, c'est faux, quoi. Enfin, ça sonne vraiment bizarre, ce qu'il me raconte. Mais je le faisais, parce que je me disais, ça doit être la langue de son film, jusqu'à ce que 2 semaines après, je comprenne que c'était faux, quoi. Et donc là, j'étais un peu dégoûtée. Mais... c'est-à-dire que globalement, il a quand même fallu, donc dans un premier temps, merci. Il y a un petit... Pardon ? Oui, je parlais de 2012. Non, 2012, c'est le début du travail hors du bloc. Donc, comme je disais, par rapport à des espèces d'enjeux précis, qui sont abrités par la forme. La forme reste
malgré tout abouti, je veux dire pas forcément lié à moi, mais lié au spectacle lui-même en l'occurrence. C'est-à-dire que le spectacle est suffisamment solide pour souffrir qu'à un moment je m'entraîne à faire de la diction et à essayer de trouver une justesse qui serait pas la première justesse. En fait, il y a une image qui marche bien, je trouve, c'est que, par exemple, je crois que c'est l'histoire de Tony Parker. Quand il a été joué aux États-Unis, il a repris à zéro, non? Vous connaissez pas cette histoire? Enfin, il était super fort en France. C'est un basketteur. Oui, pardon, c'est un basketteur. Et en fait, quand il est arrivé aux États-Unis, il a dû. Pour dire que la mouette, c'était un peu comme aller en NBA. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. Mais c'est pour progresser, en fait, il a dû recommencer à zéro. Pour, nettoyer comme les pièces de base, on va dire, de sa machine. Et moi, j'ai l'impression d'avoir fait ça au cours de certains projets. Pas tout le temps, parce que sinon, il fallait quand même rester un peu bon pour que, quand même, on ne se fasse pas complètement... virer, mais voilà. Et du coup, à partir de 2012, j'ai travaillé précisément. Alors, tout départ, c'était vraiment la diction, comprendre l'intonation des phrases, et en fait ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, et je pense que le moment où je me suis quand même vraiment libérée du texte, enfin pas libérée, mais je me suis sentie libre de recréer un nouveau sens avec le texte préexistant, c'est tard, parce que c'est En Liberté, c'est sur Alfie, le film de Salvadori, où du coup là avec lui j'ai l'impression d'avoir passé un autre cap dans la liberté de l'acteur. Alors là tu vas trop vite, parce que en fait avant Liberté il faudrait qu'on s'arrête. Ou pas? Si, on va s'arrêter sur les combattants. Oui. Parce que moi, c'est un film que je trouve extrêmement intéressant dans ce que tu travailles dans ce film, au sens où à la fois on voit que tu es quelqu'un de plutôt articulé et cérébré, et qu'en même temps, je trouve que quand tu joues, il y a quelque chose d'éminemment physique. Et j'aimerais bien qu'on en parle, mais au préalable, j'aimerais bien qu'on voit l'extrait. Non, c'est ça. Ce que je veux dire par rapport à 2012, c'est aussi qu'il y a eu un changement. C'est qu'à partir de 2012, j'ai commencé pour chaque film à chercher des réponses à des questions philosophiques. C'est ça, le changement aussi de 2012, c'est que techniquement, je commence vraiment à travailler plus en détail. Et en plus de ça, les films, les personnages deviennent vraiment des tentatives de réponse à des questions, enfin une incarnation de... C'est pas la question du film, mais ta question. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça commence avec Suzanne, en fait, où pour moi, dans Suzanne, c'était l'amour infini. C'était une question simple, on va dire, mais j'ai pris le film comme une histoire d'amour infini, et du coup, j'ai tout construit là-dessus en me disant qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un de manière infinie. Et en fait, j'ai dit, mon enjeu, ça va être de prendre les espaces vides, mais de ne jamais rester là où on me dit de ne pas rester. Et du coup, dans ma façon de faire dans ce film, il y avait vraiment ce principe-là. Donc ça veut dire que quand tu arrives sur le plateau, tu as quand même déjà t'as déjà des idées relativement précises sur comment tu vas habiter la scène. Tu arrives avec déjà charger un peu de propositions et de... Un axe, en fait. Et un axe qui est plus ou moins simple. Et en fait, sur Suzanne, comme c'était le début, il y avait quelque chose de... Enfin, je veux dire, c'était aussi une excitation, quoi, de dire... Voilà, c'est aussi une façon de lire un scénario. D'accord? Parce qu'un scénario, c'est pas juste comment dire, faut pas le voir comme un... Enfin, après, on fait comme on veut, mais moi, je n'arrive pas à le voir comme juste un récit. En fait, j'ai l'impression que c'est une tentative de parler de l'indicible. Et du coup, ça m'apparaît assez... Voilà, ça m'apparaît clairement, d'une certaine manière, que dans Suzanne, ça parle de ça. Voilà, ça parle de l'amour infini. Et donc, c'est là-dessus que je me base pour... mais ce qui ne limite en rien, en fait, ça donne juste un nouvel axe au type d'impro, à la façon dont on va avoir d'utiliser l'espace et le tempo, et qu'on va avoir de collaborer avec, là en l'occurrence, avec Sarah Froistier. Et sachant que, de fait, tu peux que travailler avec des réalisateurs qui laissent aussi cet espace-là, parce que sinon ça complique, ou pas? Déjà, c'est pas aussi clair, parce que c'est pas forcément facile à exiger. Et en fait, j'ai l'impression que souvent, j'ai pas toujours été en adéquation parfaite avec moi-même, en fait. Personne. Oui, mais bon, voilà. Mais c'est vrai. Et du coup, non, en fait, il y a des réalisateurs comme, par exemple, Des Palières. Je sais pas si on a un extrait ou pas. Non, finalement, on a laissé de côté. Non. Bon, bref, un film qui s'appelle Orpheline, et un film, par ailleurs, que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, on ne peut pas considérer qu'il y ait beaucoup de liberté, parce que Arnaud, c'était vraiment genre, il faut regarder le scotch qui est juste à côté de l'objectif, et dire la phrase exactement comme ça, et tant que c'est pas exactement comme ça,
ça n'est pas bien. Donc ça n'est encore une fois qu'une question d'intensité. Hein, on n'est plus force de proposition. On est juste un espèce de vortex pour l'intensité. Et aujourd'hui, je pense que ça m'intéresse vraiment de faire ça. Très bien. Est-ce qu'on regarde les combattants ? Ok, alors si on peut lancer l'extrait des combattants, ce serait super. Oh les rouges! Évacuation! Attends, n'importe quoi là. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah rien, je peux te tuer. Regarde ton sac. Comment on fait? Tu touches dans mon sac? Quand tu as touché l'élimination, toute ton équipe te prend en charge. Non, attends. Il y a quoi dans mon sac? Il y a quoi? Il y a mes organes vitaux? Il y a mes artères? Le caisse c'est relou, on nous a rien dit sur les caisses. Bah, ça va, on va pas s'engueuler pour ça, excuse-moi, mais toi t'es mort, donc logiquement tu te tais. Le réel, ça sera ça, t'es touché au sac, tu te couches et voilà. Attends, mais excuse-moi, c'est quoi l'idée là? T'es quoi, t'es expert en balistique? Bon, au lieu de faire tes mythos, t'es touché sur la veste. N'importe quoi, je suis pas touché. Là, montre-nous ton dos et devant. Mais dans tes rêves, suce ton pote là. Ouais, moi je pense que le mieux c'est qu'on prenne tous nos positions de départ. Et vous les rouges, je sais pas. T'es son chien ou quoi là? C'est vrai que tu fais pitié mon gars, va te coucher sur ton talus et toi, au lieu de t'arrêter. Ça va? T'as eu quoi? J'ai un avertissement. Ça va rester dans mon dossier, hein, c'est sûr. Ah merde. Tu sais, à cause de ce gros bouffon là. Ça y est, ouais, t'as raison, tiens-toi le nez, t'as raison. Ouais. Un mec, ça y est, il a appelé à la taille des crayons chez le chasseur alpin, il s'en remet pas. Mais je lui donne un petit coup de tête, il n'y a plus personne. Je sais pas, ça m'énerve les gens comme ça. Et le gars, il s'est engagé pour quoi? Pour apprendre à lécher les culs ou quoi? Ça va, Madeleine? On s'est dit qu'on fasse l'activité maquillage. Ok, cool. Donc alors on a choisi cet extrait déjà pour qu'on rit, ça marche, et aussi parce que justement c'est ce que je disais sur... En fait je l'ai un peu fait durer parce que ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a quelque chose de... Il y a une sorte de jeu physique et en même temps il y a comme ça d'un coup cette espèce de fragilité qui arrive et je me demande comment on fait ça. Donc ça c'est drôle en fait. En fait sur les combattants, dans la préparation, vraiment je me suis vraiment préparée pour le coup comme si j'allais faire les paras pour de vrai. Parce que du coup j'arrêtais pas de faire de la natation, du vélo et tout, j'étais assez musclée. Oui, pardon, vous voyez à peu près tous l'histoire des combattants. Je pas expliqué. Oui. Non, excusez-moi. Bon, bah voilà, c'est une fille qui est un peu survivaliste, qui aujourd'hui en fait est beaucoup plus commun, mais à l'époque, ça trouvait ça très exotique. Et non, en fait, l'idée du film, pour le coup, là, c'était vraiment centré sur l'action. Et c'était justement, parce qu'il n'y a pas de... Ce que je voulais, c'était de ne pas avoir d'endroit, comment on appelle ça, d'ambivalence. Voilà. C'est-à-dire que les jeux de regard, etc., à cette époque-là, je me disais, ouais, ça va, c'est un peu genre une façon d'être tout et son contraire en même temps, ça me saoulait. Et je voulais faire un personnage qui soit pas du tout ambigu. Et donc, qui se mette
avec son corps dans le cadre, qui trace des lignes et qui n'est pas de genre mais qu'est-ce que pense cet individu mystérieux, à la fois il joue très bien le désir et le désespoir en même temps, etc. Et du coup c'est pour ça que j'avais fait ce truc un peu comme ça que je l'ai composé le personnage. Et en même temps, tu vois, il y a quelque chose, une espèce de sensibilité qui a fleur à la fin quand il te dit l'atelier maquillage et d'un petit coup, et avec cette espèce de petit mot. Ouais. Bah, ouais. En fait, tu veux pas nous dire, c'est un truc à la fois hyper physique et puis en même temps, tu vois comment ça monte là, cette. Mais je sais pas, en fait, je prends hyper au sérieux les choses. Alors du coup, je suis vraiment bouleversée par le fait de ne pas avoir le droit de remonter en grade. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, ouais, effectivement, il y a un double truc, hein, mais j'avais vraiment, je crois que j'étais très enragée aussi. Oui. Et du coup, ça sous-tend vachement le film, hein, c'est une sorte aussi de enragée dans la vie. Ouais, en fait. Et du coup, il y a quand même un truc de colère en dessous qui est vrai. Enfin, je veux dire, Les Combattants, c'est quand même un film qui était un moment où voilà, il y a une construction consciente des personnages, et puis il y a aussi un moment où l'art, c'est pas juste genre ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on est, enfin, quelque part, on est juste appelé à le faire. Enfin, quand je dis ça, c'est tout le monde a ça. Je veux dire, moi, j'ai la chance de faire des films, mais généralement, c'est pas juste j'ai décidé d'apparaître comme ça. Pour moi, c'était un positionnement par rapport au monde. C'était un cri par rapport au monde aussi, de dire en fait, ça ne suffit pas la vie là qu'on nous offre en tant que jeunesse. Ça ne me suffit pas d'avoir un espèce d'espoir, de me dire potentiellement, si j'ai vraiment de la chance, j'aurai un CDI, quoi. Et ça me tue mon esprit, enfin, comment dire, ça me tue nos rêves, quoi. Et moi, j'ai l'impression d'être d'une génération où aujourd'hui j'ai 30 ans, et on a grandi avec cette espèce, je suis issue de la classe moyenne, comme on dit, avec cette espèce d'impression statistique, avec nos profs qui nous préparaient en fait à ce monde, genre avec plein de chômage, et où on nous disait bon ben voilà, c'est ça, si vraiment les meilleurs d'entre vous potentiellement trouveront, enfin voilà, gagneront 1 500 € par mois, et ce sera super, et c'est effectivement le cas dans la société, je veux dire, mais c'était à l'époque il y avait quelque chose de démoralisant, en fait. On était une jeunesse, on avait l'impression que c'était infini, qu'on allait être et on se retrouve confronté à un monde qui nous confronte vachement à les statistiques et à un assèchement de l'imaginaire, quoi. Et du coup, dans Les Combattants, il y avait ce truc de rébellion, et puis rébellion face à l'injustice aussi, voilà. Donc c'est quand même un film qui, du coup, c'est 2014 le tournage, je crois, et c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, j'avais genre 24-25 ans au moment du tournage. Du coup. Et lui, tu le choisis, c'est-à-dire que Thomas Caillet t'envoie le scénario. En fait. Là, t'es vénère et tu te dis, tiens. Mais vraiment, c'est ça en plus. Je vais faire ce film. Non, vraiment, c'est ça, parce que, en fait. Dans la chronologie, ça arrive après Suzanne, donc comme je vous ai dit, le film sur l'amour infini, qui, du coup, le film sur la rage infinie arrive juste après. Et en fait, j'étais vraiment énervée, je sais plus pourquoi exactement. C'était un espèce d'état d'esprit global à ce ce que tu as dit, c'est-à-dire du monde un peu. Ouais, voilà, et puis des échecs personnels, enfin, de la difficulté d'être. Voilà, en fait, simplement, hein, je veux dire, des formes de lourdeur, voilà, exact. Et du coup, je sais pas, j'étais assez enragée. Je me rappelle parce que j'étais arrivée au casting. Donc aujourd'hui, je suis relativement plus connue, mais à l'époque, vraiment, j'étais pas. Ah oui, alors pour revenir en arrière, les exigences des castings sont comiques, en fait. Enfin, pas comiques, mais sont assez violentes et normatives, en fait. Surtout quand on est une jeune fille et qu'on n'est pas connu, parce que en fait connu, ça veut juste dire avoir plus de pouvoir. Ça change pas la nature des choses, mais au moins ça donne un peu plus de liberté. Et donc à l'époque des combattants et des castings avant, etc., j'avais souvent des appels de personnes bienveillantes, hein, certes, qui voulaient du bien à ma carrière, qui me disaient qu'il fallait que je sois féminine, notamment, qu'il fallait que je me maquille, que je me coiffe, que je sois polie, que je souris, etc., etc. Et du coup, c'est la base, on va dire, du casting, a priori. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Et du coup, quand je suis arrivée à ce casting, j'ai vraiment fait l'inverse, parce que j'avais à ce moment une passion pour un bonnet à oreilles en doudoune, là. Et du coup, je trouvais ça hyper chic. Et je faisais des sinusites à répétition. Du coup, j'avais une sinusite et j'avais ce bonnet à oreille. Et quand Thomas Caillet m'a dit « Ouais, mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Je sais plus ce qu'il m'avait demandé.
qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de dépasser vos limites? Et en fait, j'avais raconté une anecdote qui était effectivement vraie, c'est que j'avais aussi préparé le marathon à Berlin sous la neige. Et en fait, j'avais effectivement fait ça. Donc, ce sont ces qualités, donc le bonnet à oreille, la sinusite et le marathon sous la neige, qui ont fait que j'ai eu le rôle, quoi. Mais j'étais pas, je savais pas, voilà. Puis j'avais dit, c'est vraiment drôle, parce qu'il avait fait un court-métrage qui s'appelle Paris-Shanghai, par ailleurs, que j'avais trouvé très drôle. Ça, c'est une chose. Et après, s'il y a quelqu'un que j'ai choisi sur ce film, en fait, c'est que j'ai vraiment mis mon grain de sel dans le choix du partenaire masculin. Parce qu'ils avaient prioritairement pris un garçon qui était très sensible, mais que je trouvais mou. Et du coup, j'étais genre, mais je peux pas jouer avec lui, en fait. Parce que si j'envoie une balle, je veux dire, il n'a pas besoin d'avoir une grande force de frappe. Je veux dire, le mec, mais juste, il faut qu'il ait au moins qu'il y ait un truc qui puisse rebondir, quoi. Parce que s'il absorbe tous les rythmes, on va mourir. Voilà, non, mais c'est un peu le garçon, il est gentil comme tout en plus. Mais il n'a pas fait carrière par ailleurs. Mais c'est. Genre, je l'ai flingué, vous inquiétez pas. Non, mais voilà. Et du coup, j'étais contente que ce soit Kevin qui a quand même une. Qui est super. Il est vraiment super. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que vous faites un super duo. Et voilà, et c'est aussi parce que au moment de la lecture du scénario, je suis pas sûre que les gens entourant le script avaient aussi vu qu'il y avait une portée vraiment comique au scénario. Enfin, évidemment, Thomas il l'a écrit, donc il le sait, mais j'ai l'impression qu'il voulait le transformer entre guillemets en film français moyen chiant. Oui. Heureusement que j'étais là. Heureusement que j'étais là, ça je veux dire. Mais, non, mais en fait, en même temps, on peut quand même se jeter des fleurs pour certaines choses qu'on a faites. Complètement. Et là, en l'occurrence, j'étais contente que ce soit Kevin parce que. Il le dit, Thomas Caillet, que tu as été décisif dans ce que tu as apporté. Tu vois, c'est un truc où il le. Oui, mais dans le processus du casting, c'est un peu gênant, mais effectivement. Voilà. Non, mais du coup, enfin bref. Voilà. Parce que dans ce que j'aimais bien dans ce film, c'est qu'il y avait un aspect cartoon aussi. Et quand je l'ai préparé, je l'ai vraiment aussi préparé comme une sorte de figure, parce que mon imaginaire, moi, c'était vraiment un imaginaire de Tex Avery, de cartoon, de gestes trop grands, mais je vous ai dit, c'était un film qui était contre l'ambiguïté. C'est un film qui était vraiment pour le vraiment assumer jusqu'au bout, même si c'est nul. Et du coup, en ça, vraiment, mon inspiration pour le personnage, c'était plus des trucs de Tex Avery que des films de Bergman. Voilà. Et voilà. Non, bah, c'est super. Est-ce que tu veux qu'on avance sur un. Ouais, je peux continuer à parler. Hein, sinon, voilà, tu veux parler d'André Téchiné? Ah, bah oui, par exemple. Même si on n'a pas d'extrait, parce qu'il fallait qu'on fasse des choix, on n'a pas pris André Téchiné. Ouais, mais tu vas en parler. Oui, voilà. Alors André Téchiné, donc on a fait un film ensemble qui s'appelle L'homme qu'on aimait trop, et d'ailleurs que j'ai trouvé la même année que Les Combattants. C'est pour ça que j'en parle. Ouais, bien joué. Et en fait, c'est une rencontre vraiment. Enfin, il y a vraiment un aspect comique au parcours, je trouve, d'être jeune actrice. Hein. C'est quand il y a des trucs, des moments où tu te dis, mais c'est pas. Enfin, et du coup, donc, je savais que je devais faire Les Combattants. Et en fait, quelqu'un devait jouer mon rôle, enfin le rôle qui allait être le mien après dans le film d'André Téchiné. Je crois que c'était assez doux d'ailleurs. Et en fait, elle est partie. Elle n'a pas fait le film. Donc ils se sont retrouvés genre à quelques mois du tournage sans personne. Et donc à cette occasion, ils ont appelé le second rang ou le troisième rang des actrices dispo, et dont je faisais partie. Et en fait, je suis juste allée chez André, et j'ai été hyper gênée parce que c'est quand même un homme de culture qui a. Je veux dire, ça m'impressionnait en fait, ça m'impressionnait vraiment. Je sais pas, la taille de son canapé, les livres d'art qu'il y avait sur sa table basse, j'étais vraiment impressionnée. Et donc j'ai rien dit, j'ai dû sourire parce que je suivais les consignes pour une fois d'être sympa. Tu t'étais maquillée. Je m'étais maquillée. Et en fait, André, à la fin du rendez-vous, on était tous les deux hyper gênés, il s'était rien dit du tout, enfin, je savais pas briller du tout. Et il m'a dit, bah du coup c'est bien, vous allez faire le film. J'ai dit, bon, bah, ça, c'est vraiment une bonne façon de se faire engager. Et voilà. Et après, je dois dire que j'ai adoré la collaboration avec André, parce que, alors, pour le coup, c'était vraiment une répartition. Donc, le film, c'est l'histoire de Agnès Leroux, pour ceux qui. C'est en fait, l'héritière des casinos du Palais de la Méditerranée, qui a disparu, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Voilà. Et on a soupçonné donc Agnolet de l'avoir assassiné ou fait disparaître. Et voilà. Et donc le film faisait le portrait c'était avec Catherine Deneuve et Guillaume Canet. Et ce que j'ai adoré en fait dans ce personnage, c'est justement de créer une verticalité pour le coup. C'est-à-dire là, c'était pas, je me souciais pas du tout de, comme j'ai pu après même pour La Jeune Fille ou pour d'autres films, je me souciais pas du tout de me dire est-ce que ça a une cohérence en termes de récit.
En fait, je m'en fiche, je mets tout à la verticale. C'est une fille, encore une fois, c'est une sorte d'amour fou, là pour le coup, où du coup, c'est toutes les émotions ultra intenses. Et voilà. Et du coup, j'aimais bien cette collaboration avec André parce que. Et là, tu étais plus une sorte de figure. Excuse-moi. Tu étais plus une sorte de figure au sens où. Non, c'était plus. L'idée, c'était vraiment l'incandescence. Dans le film, c'était vraiment l'incandescence. C'était le désespoir au maximum, l'amour au maximum. Et voilà, d'essayer du coup de. Là aussi, il y avait zéro ambiguïté, mais dans le sens de l'intensité de l'émotion. Et ça, j'aimais bien parce qu'André, c'est vraiment un réalisateur qui est fasciné par la jeunesse, genre fasciné, et qui trouve, je pense, quelque part, quand même, qu'il y a une sorte de morbidité à la réflexion. Et lui, il a envie qu'on lui amène un souffle. Et dans le film de Téchiné, notre répartition, c'était vraiment ça. C'était vraiment le souffle et la construction. Et voilà. Et Catherine Deneuve. Et Catherine Deneuve, oui, voilà. Non, mais c'était super intimidant. Ça, je veux dire, il y a un truc comique, c'est qu'à un moment, genre, juste à cette époque-là, donc 2012, c'était pas évident, en fait. Je veux dire, de se retrouver avec Guillaume Canet et Catherine Deneuve, il y avait un truc, je me disais, mais c'est une blague ou quoi? Enfin, genre, pour moi, c'était comme si j'étais avec le capitaine Haddock, je veux dire. Il y avait un truc, c'était pas possible, il faisait partie du décor. Donc, du coup, voilà. Et je me rappelle que, du coup, au début, vu que je vous ai raconté l'engagement, hein, j'avais un peu peur de me faire virer. Donc, les premières scènes, j'avais vraiment essayé de faire profil bas. Et je me suis dit, il faut que je sois dans la moyenne. Si je suis dans la moyenne, c'est bon. Et on va me virer. Et après, de toute façon, ce sera trop tard. Voilà. C'est vrai. Très bien. Très bien. Est-ce que par exemple, on alternerait avec... Oui, tu aurais envie de parler de Cate Blanchett ou d'autre chose? Ou est-ce qu'on revient à un autre film et on rit à nouveau? C'est comme vous voulez, en fait. Je sais pas, ça va pour vous, là? Ouais, comment ça... Okay. Bon. Parce qu'en fait, on a un peu préparé en amont avec Adèle et donc en gros, tout elle ça, c'est pas trop. répété. Voilà, en fait, ça fait 3 jours qu'on fait nos sketchs. Non, c'est simplement qu'en fait, je voulais pas vraiment forcément qu'on prépare, mais j'avais juste envie qu'elle me dise 3 films de sa filmographie qu'elle voulait vous montrer et dont on pouvait ensuite y discuter, et 3 ou 4 films qu'elle aimait, ou parce qu'elle aimait les films, ou parce qu'elle avait envie de parler des acteurs qui jouaient dedans. Et donc, en l'occurrence, on a 3 extraits de films dans lesquels elle joue, qui sont donc Les combattants en liberté et La fille inconnue. Et on a des extraits qui sont Cate Blanchett dans Carole, Jim Carrey dans Dumb and Dumber, une séquence qui va a priori vous faire rire, en tout cas on l'espère. Et voilà, et donc du coup, je lui demande ce qu'elle a envie de faire, et aussi à vous. Est-ce que tu veux qu'on parle de Cate Blanchett, ou est-ce que tu veux qu'on parle de La fille inconnue? En fait, c'est un peu... D'accord. Déjà, Carole, c'est un film qui a vraiment changé ma vie. Donc, déjà, c'est un impact, c'est l'impact que j'espère que les films peuvent avoir sur les spectateurs. Enfin, je veux dire, sur moi en tant que spectateur, c'est effectivement le cas. Alors, c'est pas, je vais pas dire c'est pas tous les 4 matins, mais en tout cas, j'espère que l'impact de l'art se limite pas à juste 1 heure, en fait. Enfin, on espère que ça a un impact infini. Et par ailleurs, à ce niveau-là, je pense que c'est le cas. Ça peut être le cas à plein d'égards. Et à un égard qui est que les films en fait produisent du récit sur lequel on peut construire une vie. Et quand ça, je pense qu'il y a une responsabilité d'artiste à produire des nouveaux récits. Parce que sinon, on a un unique récit dominant qui est problématique au sens où il est unique, il est quasiment unique en fait, et qui est genre voilà, une histoire d'amour, c'est lié à la possession, par exemple. Une histoire hétérosexuelle liée à la possession, le succès c'est de rester ensemble ad vitam aeternam, etc. et d'avoir des enfants, une filiation, etc. C'est un récit qui est tout à fait honorable, mais je pense qu'il n'est pas suffisant pour effectivement que la diversité de l'humanité puisse s'exprimer et construire sa propre vie rêvée en fait là-dessus. Et ça suffit pas. Merci. Du coup, ça c'est une chose. Et après, il y a un autre truc aussi par rapport à la réception qu'on peut espérer de l'art, qui est de se dire que, comment dire, la façon qu'on a d'envisager le temps, les choses sont liées à notre structure, à la façon dont
dont on a une structure économique, je sais pas comment dire, mais on découpe le temps en secondes égales, etc., comme si en fait tout était accumulable, en fait on a tout transformé, enfin pas tout transformé, je veux dire, mais on voit tout sous un certain prisme d'addition, n'est-ce pas? Et en fait on essaie de transformer ça dans l'art, on essaie de donner cette sensation aussi de l'infini. Et en fait, j'ai été voir une exposition dernièrement mais ça, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave, de Elizabeth Peyton, qui est une peintre. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Bon, c'est vraiment magnifique. Et en fait, ce qui m'a choquée en voyant cette exposition, c'est que je me suis dit, ah tiens, c'est rare qu'on assume à ce point, parce que c'est des portraits, en fait. Et alors, dans la qualité de la peinture, etc., je trouve que c'est rare qu'on assume à ce point l'infini des gens. Parce qu'on a tendance à, comment dire, comme justement on étudie, etc., beaucoup de choses, on a tendance à borner ce qu'on peut attendre des gens. Alors lui c'est quelqu'un comme ça, elle c'est quelqu'un comme ça, elle est comme ça parce que ci et ça, mais la conséquence aussi de la psychanalyse si on veut, mais enfin dans une certaine mesure de borner entre papa, maman, etc. Même si je fais moi-même une psychanalyse, c'est formidable, mais je veux dire, vous voyez ce que j'essaie de dire. En fait, il y a un truc un peu comme ça borné dans toute chose, et dans l'exposition d'Elizabeth Peyton et dans les peintures qu'elle proposait, ce qui était fascinant, c'est qu'elle assumait l'infini, alors très romantique de chacun. Et sur ça, je ne saurais pas trop comment vous le décrire, mais bon, j'aime bien quand l'art ramène ça, ramène ce truc de on ne peut pas vraiment définir le vivant. Il y a un truc qui nous échappe et quand même où on doit rendre hommage à cet infini. Et en fait, du coup, je relie les deux choses, c'est-à-dire que de l'infini, comment dire, mais ça c'est un truc un peu spinoziste si vous voulez, mais c'est l'infini des infinis, n'est-ce pas? Et que ce qui fait qu'en fait le concept d'humain est toujours en évolution, parce qu'il est sur ce terrain-là, d'une infinité d'infini. Et donc, il y a une responsabilité de l'acteur, puisque nous créons le futur, nous créons l'humain du futur. Mais quand je dis des acteurs ou des metteurs en scène ou des artistes, c'est effectivement le cas pour tous les membres de la société, n'est-ce pas? C'est-à-dire le futur n'est pas, genre, logiquement découpable du présent. Le futur est une création du présent. Alors, une création a tellement de voix qu'on ne sait pas forcément la démêler. Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ce que je voulais dire, c'était mon espoir par rapport à l'art. Et donc, Carole, c'est un film qui m'a bouleversée et qui a changé concrètement mon rapport à la vie, en fait, et à la joie et à l'espoir, etc. Alors ça peut pas forcément s'expliquer, mais c'est juste, je crois, un truc qui m'a choquée de beauté. Et là-dedans, je dois dire que je rends vraiment hommage au travail de Cate Blanchett, parce que je trouve que c'est une actrice très, très intelligente, et que justement, elle fait ce truc qui, personnellement, me surexcite, qui est de créer des personnages perçus. Alors ça, c'est un autre truc par rapport aussi au délire théorique un peu, mais c'est-à-dire qu'elle crée, en fait, le modèle du personnage dans Carole, le modèle de Cate Blanchett. Pour moi, si je dois avoir une inspiration pour le portrait de la jeune fille en feu, c'est vraiment ce modèle-là, parce que c'est comment un fantasme devient réel, comment un truc se craquelle, une image fantasmatique devient en fait un ami, en fait, ou une amie, quelqu'un de cher auquel on peut aussi s'identifier, qui a priori était vraiment juste l'objet de projection. Et là-dedans, du coup, ça se voit. Enfin, moi, je trouve qu'elle a ce truc Cate Blanchett, qu'elle oscille. Alors, je l'identifiais de manière linéaire en disant, voilà, parce que moi, c'est comme ça que j'ai pensé le portrait, c'est-à-dire de façon assez linéaire, c'est-à-dire au long de la chronologie du film, je vais passer par 3 phases. Donc, une phase qui serait plus hiératique, figurer l'altérité, et aussi la résistance dans le cas du portrait, mais ça c'est un autre truc, on en parlera tout à l'heure. Mais il y avait donc ça, et puis finalement le morcellement par l'arrivée de l'intimité, de l'amour qui arrive, etc. Et donc ça implique un changement de texture de jeu, en fait, de rapidité, d'intensité d'émotion notamment, de façon de se déplacer, de façon d'utiliser son corps, enfin tout découle de ça. Et voilà, jusqu'à en fait une espèce d'acmé finale de l'émotion dans la portrait de la jeune fille en feu. Dans Carole, je sais pas si c'est aussi linéaire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'elle joue avec ces deux niveaux-là pour. Elle joue aussi la figure de la femme fatale qui traverse tout l'imaginaire hollywoodien, et en fait ce qui est intéressant dans l'extrait, c'est que précisément elle incarne cette femme fatale, et en même temps ça craquelle déjà un tout petit peu. Du coup, je me rappelle plus de l'extrait que tu as. Mais peut-être comme ça, voilà, on le regarde et après on en parle. Alors, on voudrait bien voir Carole, s'il vous plaît. Carole, tout le monde voit l'histoire. Oui, super.
I'm so sorry to keep you waiting. I'll have the cream spinach over poached eggs and dry martini with an olive. I'll have the same. The meal or the drink? All of it. Thank you. Cigarette? Yes, please. So what kind of name is Velvet? It's Czech. It's changed originally. It's very original. Well, And your first name? Therese. Therese, not Teresa. No. Therese Velvet. It's lovely. And yours? Carol. Carol. And 2 dry martinis. Cheers. Cheers. So I'm sure you thought it was a man who sent you back your gloves. I did. Thought it might have been a man in the ski department. I'm sorry. No, delighted. I doubt very much you would have gone to lunch with him. Oh, your perfume. Yes. It's nice. Thank you. Harge bought me a bottle years ago, before we were married, and I've been wearing it ever since. Harge is your husband? Mm-hmm. Well, technically, we're divorcing. I'm sorry. Don't be. And do you live alone, Therese Velvet? I do. Well, there's Richard. He'd like to live with me. Oh, no, it's nothing like that. I mean, he'd like to marry me. I see. And would you like to marry him? Well, I barely even know what to order for lunch. And your niece. Thank you. Thank you. I'm starved. Bon appetit. What do you do on Sunday? Nothing in particular. What do you do? Oh, nothing lately. I mean, if you'd like to come visit me sometime, you're welcome to. At least there's some pretty country around where I live. Would you like to come visit me this Sunday? Yes. What a strange girl you are. Why? Flown out of space. Moi, je trouve ça magnifique, personnellement. Et aussi, Kate Blanchett. Après, c'est aussi c'est un travail aussi, c'est un film qui travaille aussi toujours le chant contre chant. C'est-à-dire que même quand j'essaie de chercher des extraits pour que justement on puisse, parce que tu voulais parler, c'est un film qui travaille et comment, enfin aussi des effets de domination qui après sont tout le temps déjoués. Enfin, bref, non. c'est possible, oui. J'avoue que pour moi, c'est vraiment un film qui est juste, je sais pas comment dire, ça me console que ce film existe. Je suis tellement contente que ce film existe. Et du coup, je n'arrive presque pas à le saisir. Et c'est aussi parfois bien comme ça. Merde, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Merde. Bon, c'est pas grave. Sur Kate Blanchett, quand on a rapidement parlé, tu voulais dire il y avait effectivement l'idée de l'icône et puis en même temps tout le jeu qu'elle mettait dans le jeu. Ça, Ouais. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est. Ouais, c'est quand même très subtil, la façon qu'elle a de passer de la maîtrise à la fêlure et
C'est ça que moi je vois comme un truc comme une décision en fait de sa part. Et ça m'énerve parce que j'avais un truc à dire et je l'ai perdu, ça m'énerve. Mais c'est pas grave. Mais du coup voilà, en fait c'est juste parfois quand je vois des films que j'aime pas ou que je trouve triste, c'est comme si tout le pouvoir du cinéma s'effondrait en même temps. Et du coup, quand je vois un film où je me dis, mais c'est génial en fait, enfin, c'est juste, enfin, ça me surexcite et je me dis, mais oui, en fait, on a raison de continuer à faire ça et d'essayer de proposer des nouvelles images et de rechercher ce fil de la beauté, parce qu'on en a tellement besoin en fait. C'est vraiment de nous consoler, enfin, je parle de consolation parce qu'il y a quelque chose d'un manque qu'on ignorait, quoi. Et quand on les voit, on se dit, ah, c'est. Voilà, je suis désolée, je suis un peu, du coup, comme je suis un peu sonnée par l'extrait, mais voilà. C'est très beau. Alors, on avance dans ta longue carrière. Et on va parler des Dardennes. Ah oui, bonne idée. Voilà. Alors, parlons des frères Dardenne, avec qui tu as fait La fille inconnue. Ouais, alors du coup, La fille inconnue... Et en fait, pardon, j'avais d'autant plus envie d'aborder les Dardennes parce que précisément, pour moi, ce que tu travailles, ce que tu amènes, enfin, tu fais un travail qui est très différent de ce qu'on t'a vu faire auparavant, avec quelque chose de, on peut dire, plus éteint, sans du tout que ce soit négatif, mais en tout cas qui travaille plus en creux. Et du coup, j'avais envie que tu nous parles de pourquoi les Dardennes, pourquoi et comment on aborde un jeu comme ça plus en creux. Alors, déjà, les Dardennes, c'est encore... Pardon, excuse-moi, tu veux dire. Et oui, est-ce que tu regardes l'extrait d'abord ou tu veux... Peut-être on peut parler, parce que du coup, on vient de voir un extrait. Enfin, ouais, ok, vas-y, pas. C'est juste qu'après, comme tu parles beaucoup, je sais pas si on... Bref. Désolée. Mais effectivement, je parle trop. En fait, du coup, les Dardennes, ça intervient l'année, genre, après les combattants ou après les ogres, bref. Enfin, après les combattants. C'est après les ogres. Ouais. Parce que je ramène toujours à ça, parce qu'en fait, il y a vraiment une question de, comme je vous disais, en fait, de fil philosophique, politique, ou poétique d'ailleurs, mais en tout cas qui est dont les films sont des extraits, en fait. C'est-à-dire, en fait, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez lu pour préparer tel et tel film, par exemple, ce sont des questions tout à fait légitimes. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est juste que les films prennent leur forme dans ma tête parce que je suis occupée à telle ou telle chose ou telle question, on va dire, essentielle. Enfin, pour moi, en tout cas. Et dans le cas de La fille inconnue, donc déjà, les Dardennes, comment je les rencontre? Je les ai rencontrés à un prix. Ça, j'ai gagné un prix qui s'appelle le prix Suzanne Bianchetti. Et bref, on m'a donné ce prix et 1000 €, c'était super. Et avec lequel j'ai acheté du papier, pour ce que vous sachiez. Et du coup, je les ai rencontrés et en fait, je sais pas, j'ai pas vraiment cherché à, comment dire, à les draguer professionnellement, si vous voulez. J'ai pas forcément ce réflexe. C'est pas comme ça que je vais rarement dans les, je vais en fait quasiment jamais dans les événements ou les choses comme ça. Ça m'ennuie en fait. Aujourd'hui, je me dis bon, c'est sûr que maintenant que je suis dans la phase de la trentaine, un peu plus périlleuse pour les actrices, potentiellement il faudra que je traîne un peu dans ces événements, mais c'est pas le truc que j'ai envie de faire, à vrai dire. Et du coup là, j'y étais parce que donc on me donnait ces 1000 €, donc j'étais là-bas et j'ai croisé les frères Dardenne à qui j'ai demandé si effectivement ils avaient gagné 500 € chacun ou s'ils avaient gagné 2000 € tout. Parce que ça m'intéressait quand même de savoir s'il y avait une justice dans ce monde. Et donc c'est comme ça que ça a commencé cette histoire. Ouais, bon. Non. Et donc, fort de cette bonne blague, 3 mois après, ils m'ont dit voilà, j'ai reçu un appel de mon agent qui m'a dit c'est extrêmement confidentiel, mais les Dardennes veulent te donner un scénario, donc voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait pour moi le scénario, donc l'idée de La fille inconnue, c'est une femme. En fait moi je joue une médecin qui s'appelle Jenny, et en fait une femme sonne à ma porte, c'est la fin de ma journée, je n'ouvre pas, et en fait cette femme est retrouvée morte. Et tout l'enjeu du film c'est de retrouver le nom de cette femme, parce qu'en fait c'est pas possible de laisser quelqu'un disparaître dans la société comme ça et qu'on n'en ait rien à faire, en fait, que la société soit une machine à avaler les gens comme ça perdus. Pour ceux qui ont déjà été perdus dans une grande ville, c'est un effet vraiment, on se sent vraiment dans Métropolis pour le coup, il y a un truc complètement qui nous avale, voilà. Et du coup voilà, c'était ça le thème. Et en fait pour moi l'enjeu était d'aller plus profond. Alors
en fait, j'ai essayé de jouer un minimum humain, c'est-à-dire un personnage. Disons que pour moi, l'enjeu était de faire une espèce de présentation de l'éveil, du réveil moral, de l'éveil possible. Et quelque chose qui est finalement de l'ordre de la foi en ce qui me concerne, c'est, je veux dire, en fait, s'il y a un truc auquel je crois, c'est que tout le monde peut se réveiller. Ça, c'est vraiment un truc, je suis sûre de... Enfin, sûre. Je veux dire, c'est ma croyance la plus profonde. Et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer de faire ce portrait-là. Et aussi, l'idée, c'était de ne pas faire un héros. Vraiment. Et d'ailleurs, c'est ce qui potentiellement peut être reproché au film, alors que pour moi, c'est sa force. C'est qu'en fait, effectivement, il était possible de faire un médecin qui se dit oh mon Dieu, qui se mette à pleurer, qui rit, qui soit tellement vivant, enfin, qui soit génial, en fait. Et je me disais, ce serait pas juste. Parce que qu'est-ce qu'on sauve là? Qu'est-ce qu'on sauve? On se sauve soi, en fait. On fait la démonstration. Bon, déjà, en tant qu'actrice, voilà, vous voyez, j'ai une palette de jeux un peu plus grande que juste un seul visage. Donc on est un peu un truc. D'ailleurs, ça c'est très intéressant. D'ailleurs, le dialogue entre les capacités, ce qu'on exprime, ce qu'on n'exprime pas. Mais pour moi, créer un héros, c'est sauver tout le monde. C'est dire ah mais vous savez quoi, en fait, ne vous inquiétez pas, car ne le faites pas vous-même. Quelqu'un le fera à votre place et cette personne est formidable. Elle existe quelque part, notamment dans un film. Et je me disais c'est injuste. Donc l'idée était d'aller contre ça. Vraiment, c'est ce qui différenciait, si vous voulez, pour moi, la tentative du film je veux dire, je suis un peu méchante, mais presque si on va dans le caractère héroïsant du médecin qui sauve tout le monde, hein, ça a l'impression de se retrouver sur TF1, quoi. Et genre, bon, bah, c'est chiant. Alors, voilà. Et donc, de faire ce portrait-là, et encore une fois, c'était encore, enfin, pour le coup, dans l'idée du docteur Jenny, il y avait ce truc de minimum humain, donc qui n'a pas, en fait, d'existence propre. Et le modèle, puisque du coup j'avais un peu augmenté mes recherches à ce moment-là, je m'étais dit, ah, tiens, on va essayer de faire un truc dans la veine des combattants finalement, mais qui est comme le centre Georges Pompidou à Paris. Et pour vous expliquer, le centre Georges Pompidou, c'est un centre qui est très construit en mettant tout ce qui est normalement à l'intérieur à l'extérieur. Alors il n'y a rien en fait, quelque part ça vide l'intérieur. Vous voyez, il y a tous les tuyaux, etc. Tout est lisible, c'est en rouge, enfin on voit bien tout et tout. Et je me disais, ça c'est marrant d'essayer de construire un personnage avec cette idée architecturale en tête. Voilà ce que ça donne, on va dire. Voilà. Et en même temps, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a il y a quelque chose, il y a son intériorité qui oui, sur son en fait, il visage. n'y a pas d'intériorité. En fait, il n'y a pas d'intériorité, il n'y a pas de... C'est là, c'est une fonction. Partez tous. Bon, non, mais je comprends. Non, c'est la classe, c'est normal, on nous avait prévenu qu'il partait à un moment donné. Allez-y. Au revoir. Au revoir, merci d'être resté. Au revoir. Pardon. Oui, bien sûr, en fait, d'ailleurs, peut-être on peut... Je sais pas, ça fait trop longtemps qu'on parle déjà. J'ai l'impression que là, ouais, on est en train de perdre... Bah, on finit et... Enfin, je sais pas, ça va? D'accord, Ah non, ça va. alors, on pensait vous donner le micro. Oui, à un moment, on va vous donner Voilà. le micro, vous aurez le droit de parler, parce que mais voilà. Et du coup, non, ce que je veux dire, c'est que dans les constructions de personnages, j'attends qu'il y ait peut-être un peu moins de... Mais je vous laisse, je vous écoute. D'accord. Bah oui, je continue. Non, d'accord, je continue. J'obéis assez bien aussi. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de cliché. Encore une fois, je parle aussi pour les gens qui veulent devenir acteurs ou qui sont acteurs déjà ou quoi. Et je veux dire, en littérature, en peinture, dans quasiment tous les types d'art de représentation, il y a une évolution de la recherche, n'est-ce pas? Alors en littérature, on va commencer par il faisait ça, il était machin, et avec plein d'adjectifs, etc. Pour passer après, je sais pas, par plein d'évolutions, du soliloque au portrait qui serait différent, qui serait morcelé, etc., etc. Il y a une recherche sur le jeu, en fait, jeu, J-E, dans tous les arts. Et dans les arts, aussi dans les arts picturales, ça va de soi, notamment. Enfin, voilà. Et dans la comédie, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de constance hyper 19e siècle de le personnage doit être une personne avec un passé psychologique, un maman, une papa, un traumatisme, une maman, un papa, un traumatisme, et qui doit avoir un avant, un après. Et en fait, je trouve que c'est chiant, quoi. Enfin, je veux dire, si on peut pas essayer d'imaginer qu'un personnage c'est autre chose qu'une vraie personne, c'est pénible. Ça reste une figure, ça reste un élément d'un film, quoi. Alors, avec qui bon.
dont la justesse dépend du film. Il n'y a pas de justesse absolue, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire et du coup, tu me parlais de... Je te parlais de la fille inconnue et l'idée qu'il n'y avait pas d'intériorité. Oui, voilà, et en fait, c'est ça. Et du coup, le personnage de Jenny, pour moi, n'a pas d'intériorité, en fait, parce qu'il est comme le minimum humain. Il n'y a pas genre, pourquoi ses motivations personnelles, qu'est-ce qui la pousse, elle, personnellement, à faire ça? Des alibis, en fait, si vous voulez. C'est à nu la croyance dans l'humain. Donc en gros, le trajet que tu te racontes, c'est que c'est un éveil d'une conscience qui correspond au moment où elle comprend qu'elle a merdé. À savoir parce qu'elle a pas merdé. En fait, c'est pas la culpabilité, c'est l'amour. Ok. C'est l'amour et le fait que, en fait, aussi habitué qu'on soit à voir des choses terribles. Et en fait, vivant à Paris, je sais, c'est-à-dire, en fait, je passe tous les jours devant des gens qui dorment dans la rue. Je vois qu'il y a quelque chose qui est insupportable auquel je m'habitue, en fait, parce que je sais pas, c'est juste l'habitude. Mais dans le film, l'idée c'était vraiment de dire, en fait, aussi noir, aussi fini, aussi blasé que tu sois, il y a toujours cette possibilité que tu sois touché, en fait, par un autre et par l'humanité de l'autre et qui peut complètement changer ta vie, en fait. Et est-ce que dans l'extrait qu'on avait choisi, c'est là où pour toi il y a ce réveil? C'est quoi ce dessin On va le voir, ça fait comme ça, on en parle. Voilà, hein, comme ça. Enfin, si c'est Comme ça, tu bois de l'eau. À quelle heure? 20h05. Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'une heure après la bonne consultation. Vous ne pouvez pas savoir. Ne pas ouvrir une heure après la fermeture, c'est normal. Vous avez vu son visage sur l'écran de votre téléphone? Non. On était dans l'annexe du cabinet. On va sortir un garçon avec son vélo, c'est votre stagiaire? Oui. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça va nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM. Venez, on va voir les images sur l'ordinateur de mon collègue. Vous savez de quoi elle est morte? Une fracture ouverte au crâne. Mais on ne sait pas si elle est tombée sur le béton de la berge ou si on y a poussé. Et des traces de coups? L'autopsie externe n'a rien révélé. Asseyez-vous. Vous l'avez déjà vu? Non. Jeanne. Quand elle revient pour sonner, qu'est-ce qui peut l'avoir fait revenir à votre avis? C'est sans doute la lumière de la salle d'attente qui donne dans le sens d'entrée. On s'est dit qu'en passant devant votre porte, elle s'était souvenue qu'elle était déjà venue chez vous. Et peut-être quand c'était le docteur Abranche, je l'ai remplacé à moi depuis 3 mois. On ira le voir comme le stagiaire. Vous avez leur coordonnée, je suppose. On va vous remontrer les images. Arrête quand on regarde et zoom sur elle. Du coup, en fait, c'est tout le long du film l'idée. J'ai qu'une idée pour moi dans ce film vraiment claire de réveil. Et donc ça, c'est effectivement un moment de choc, mais c'est pas le. Oui, c'est que le réveil est progressif et il est fait par étapes, et donc ça constitue. Mais parce que dans les films des frères Dardenne, je trouve qu'il y a beaucoup la vie qui passe au travers des personnages. Et que je trouve qui est quelque chose qui est magnifique, en fait, de réussir à faire le portrait de ça. De comment d'un coup la vie s'insuffle, et effectivement ça passe par une forme de spiritualité. Là,
qui est pour moi à la fois la possibilité de réveiller. Et si je dois aussi parler technique, parce que du coup, en fait, on peut vraiment faire dialoguer les deux, il y a donc cette idée. Et alors, vous avez vu, c'est vraiment en plan séquence, hein, c'est la marque de fabrique d'Ardennes. Et du coup, dans la préparation de ce film, j'ai commencé à prendre hyper au sérieux les chorégraphies. Alors, ça sert de rien, mais c'est juste s'affranchir des gestes, les faire vraiment devenir soi, pour après être capable de créer son tempo. Et en fait, alors aussi bien là c'est vrai pour les gestes. Donc en fait, je répétais comme pour ceux qui ont vu Naissance des pieuvres, vous voyez les répètes des nageuses sur le parking par exemple. C'est-à-dire en fait, je me refaisais tout le temps toute la scène avec quelle main prend quoi, parce que ça a l'air de rien, mais quand on peut faire des chorégraphies avec des saisir une casserole, la poser sur une table, pas se tromper. Et ça permet de créer ses propres gammes en fait. C'était une espèce de mécanique corporelle. Ouais, en fait vachement. Tu faisais et qui permettait quoi du coup de libérer. C'est juste de pas l'idée est de s'affranchir au maximum et ça prend quand même du temps que ton corps comprenne les gestes. Parce que il y a souvent un truc qui pêche, je trouve, dans les films, c'est les rapports aux accessoires en fait. Souvent, je trouve que ceux qui sont censés jouer des paysans du XVIIIe siècle, en fait, ils savent pas tenir la faux qu'ils ont en main, ça se voit, on connaît pas le poids du caillou, on n'a pas... Et en fait, tout ça, ça crée des textures. Alors là, je pars dans un autre délire, mais je veux dire, le rapport aux accessoires, le rapport à ça crée des textures qui rendent les images pas uniquement compréhensibles par la pensée, qui fait transmettre un truc qui est de l'ordre d'une vibration de l'image et d'une zone sensuelle, moins décorticable. Plaqué. Attends, non, oui, enfin, en l'occurrence, si on travaille sur les textures, si on travaille sur la texture de l'air, sur la texture des matériaux, sur le rapport aux accessoires, sur les poids, sur les chaleurs, tout ce qu'on veut, en fait, je pense que ça contribue à créer une image qui soit pas immédiatement décodable. Et que du coup, ça crée une vibration, il y a un effet, je pense, qui est plus perçant, quoi, plus spécifique à l'art, en fait. Et pas uniquement un déroulé de théorie, mais qui est un matériau spécifique à l'art. Quand tu travailles dans une idée de vérité, c'est-à-dire c'est ça, dans l'idée de vérifier le poids de... En fait, c'est pas forcément la vérité, c'est juste la non-linéarité des informations, alors attendez, comment on peut dire, il n'y a pas de hiérarchie des perceptions. C'est-à-dire, en fait, normalement, du coup, les personnes qui sont malentendantes le savent. C'est-à-dire que nous, on a une tendance à vraiment, par exemple, voir la vue, le son. Okay, mais il y a aussi toutes les qualités de l'air, les choses comme ça. Et donc, c'est créer une hiérarchie des perceptions. Comment dire, qui est assez commune, en fait. Et dans l'art, et par exemple, dans le cas d'un film et dans le cas d'un scénario, il peut y avoir une hiérarchie des perceptions. C'est genre le récit vis-à-vis de la profondeur, vis-à-vis de quels sont les éléments, les atomes du récit, etc. Et tout ça pour dire que dans le rapport aux accessoires, parfois ça pêche parce que c'est uniquement utilisé dans le but de. Voilà. Ouais. Très bien. Et non, et du coup, je peux encore. Mais en fait, peut-être on a assez parlé. Ouais, alors est-ce que vous voulez qu'on regarde En liberté, histoire de rire, et après tu parles. Voilà, on parle de la liberté, non, de En liberté ensuite, et après je vous donnerai le micro. Vous êtes d'accord? Bon, alors on peut y aller avec En liberté. L'extrait est un peu long. Ouais.
Pars, je te tire dessus. Pars. Sans toi, j'ai des petits nous. Mais nous, ça n'existe pas. Je t'ai menti. Les flics sont là dans 4 minutes. Allez. Comme tu sais, les flics sont là dans 4 minutes. Je sais. Parce que je les ai dans je prends ton amour. Je t'ai bien aimé. Et je suis la même défendue. J'ai cru que je pouvais t'aider, j'ai cru. Attends, aide-moi ça. Putain, je vais te tuer. Putain, mais merde là-bas! Tu vois pas que j'essaie de t'aider là? Tu vois pas? Moi aussi, on va voler dans ma vie! Peut-être, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est silencieux. Ça n'a aucun sens tout ça. Allez, quoi, t'as quelqu'un qui t'attend, t'as une vie devant toi. Il y a personne qui m'entend. J'ai plus rien, moi. J'ai plus rien. Bon, vous avez les coquettes là? Ils arrivent. Je suis désolée. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Ça va être une sorte de performance. Maintenant que la mère est passée à gauche. Pourquoi t'as fait ça? J'en ai marre d'être coupable. Comment tu t'appelles? Pas Ivan. C'est fou, je t'ai dit la vérité, tu peux pas cru. Adieu, Yvonne. C'était faux. Mais c'était bon. Donc c'était pour parler des accessoires. Ouais, voilà, c'est quand même marrant parfois la vie de braquer une bijouterie avec des godes géants, c'est quand même un peu drôle. Je sais pas, enfin effectivement il y a beaucoup de choses à dire sur le travail avec Salvadori, parce que pour moi ça a été vraiment une ouverture énorme sur ce qui était possible de faire en jeu, et pour la faire vraiment courte, c'est parce que je vous dis, c'est des idées de dissociation, en fait, de créer des espaces. Alors par exemple, ça va être, il y a une dissociation simple qui est le rapport entre la vitesse et le volume. Alors vraiment ça a l'air tout con, mais c'est juste parler très, très bas, très vite, ou très lentement très fort, ou l'inverse. Enfin, je veux dire, ça crée des espèces de graphiques sur lesquels on peut après se disposer, qui sont pas juste liés à la psychologie de l'émotion, etc. Et c'est une chose, et c'est d'exprimer une émotion avec son contraire. Alors pas du coup se dire en fait le plaisir du mensonge, quoi. Et du coup ça a été vraiment une grande avancée avec Salvadori, et en plus le fait qu'il y a un côté sportif de l'émotion, c'est-à-dire en fait c'est tout d'un coup le désespoir ultime, avec tout d'un coup je suis choquée par ce qu'il vient de dire, et il y a dans cette scène il y a ça aussi, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a quand même un truc qui est extrêmement drôle, et qu'en même temps d'un seul coup vous partez sur une émotion beaucoup plus et voilà, en fait, et du coup il y avait ce truc d'un rythme qui soit plus quand même à l'accroche que les grosses blanches comme ça, tranquille. C'est vraiment, faut pas s'installer, faut aussi avoir une souplesse avec ses propres émotions, et savoir qu'elles sont au service de quelque chose d'autre, en fait. Et chez Salvadori, il y a une triangulation en permanence, c'est-à-dire toujours des gens qui regardent, on est toujours en train de regarder dans le film là, et c'est ça qui crée le côté comique, c'est que d'un coup on est à fond, et puis après en fait on se dit mais en fait c'est ridicule, enfin, et voilà. Voilà.
Si vous avez des questions, on peut continuer. Je lance mon micro. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Hein. On peut continuer. Ou pas. Hein. Ou pas. C'est... Bonjour, donc, je me suis présentée tout à l'heure, moi c'est Amélie. Du coup, merci au festival d'avoir déjà proposé la rencontre aujourd'hui. Et puis peut-être juste de témoigner déjà de ton évolution. Merci beaucoup. Enfin, et c'est vrai que ça a été très marquant pour moi le film les combattants. On voit comment tu... Et là j'ai pris conscience de quelque chose de réellement ce que c'est que le travail d'acteur. Moi j'ai toujours cru qu'en fait c'était le réalisateur qui arrivait, qui faisait une commande et vous n'aviez qu'à jouer. Et en fait là tu viens de nous démontrer comment en fait tu incarnes et comment vous autorisez quand le cadre est libre, quand il y a une certaine liberté qui est accordée. Là, vous vous appropriez le projet. Quoi. Merci. Du coup, je sais pas, effectivement, merci pour le commentaire. Moi, je me bats toujours dans les cas de promo parce que à la promo, c'est effectivement l'impensé collectif, c'est de dire les acteurs exécutent. Ce qui n'est pas faux, parce qu'il y a une dimension de la mise en scène. Nous, on est une sorte de petit morceau de la mise en scène, mais ça n'empêche qu'on peut aussi avoir notre responsabilité et prendre des décisions aussi qui nous... et des décisions artistiques dont on peut avoir la responsabilité. Ouais. Et puis aussi, c'est juste que, en fait, je pense que personnellement, j'ai l'impression que ce qui est excitant, c'est ce qu'on ne sait pas faire, pour moi. Du coup, c'est toujours une espèce de frontière d'essayer d'explorer des choses que j'ai pas déjà eu l'impression de faire avant, en fait, de réchauffer en disant voilà, ça je sais faire, etc. Bon, après ça devient, on va dire, il y a un moment, forcément, on a des outils, mais il faut pas confondre ça et la recherche, parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des outils parce que ça permet d'aller plus loin dans un chemin, mais on perd des choses en cours. C'est-à-dire ce qu'il y avait dans Naissance des pieuvres, je veux dire, il y a quelque chose de perdu là. Dans la naïveté, il y a quelque chose que j'ai plus. Donc en fait, c'est comment aujourd'hui je reste dans le présent et pas dans la citation de avant j'étais comme ça, une espèce d'immobilité qui serait ma vérité ou je sais pas quoi. Du coup, ça implique toujours une espèce de déséquilibre et de recherche et de nouvelles théories. Mais si vous voulez, à un certain niveau, ça devient même ça qui est remis en question. Vous voyez ce que je veux dire? Si on commence à avoir un principe, à partir du moment où on a un principe, c'est ce principe qui doit se remettre en question jusqu'à un moment où on devient gelé, quoi. Parce qu'à un moment, je pense qu'on est juste plus capable de se réinventer. Mais bon, peut-être pas, ou peut-être à un moment on n'y arrive plus et puis on y arrive de nouveau après, parce que, je sais pas, pour des questions de gestion d'ego aussi, etc., quoi. Voilà. Et parce que c'est un vrai problème aussi, l'ego. Enfin, je veux dire, on peut décider qu'on n'a pas d'ego, ou qu'on est... peut considérer, moi je suis quelqu'un de très humble, ce qui est déjà une déclaration assez drôle, mais on est toujours confronté à ça, à la dimension égotique de notre personne, de ce qu'on s'estime capable de faire, de la honte qu'on peut avoir aussi à faire certaines choses. C'est une dimension qui n'est pas forcément très agréable à prendre en charge, mais je sais pas d'ailleurs pourquoi j'en ai parlé, mais en tout cas c'est une vraie composante, quoi, d'une carrière. Et tu parlais, enfin bref, voilà, je voulais dire ça. Ouais, mais parfois on n'y arrive pas tout seul, il faut se prendre un peu une raclée. Ouais. Parfois il y en a besoin de faire un truc vraiment nul. Et pour se dire, genre, effectivement c'est nul. Et j'ai cru que j'étais pas là, et j'en suis là, et c'est toujours, c'est un peu drôle, mais en même temps c'est hyper blessant de faire des trucs pas bien, mais oui. En fait, j'ai l'impression qu'au début de ma carrière, il y avait une façon... pour moi, le jeu, c'était un accès à l'art, quelque part sans affirmation. Et quelque part, c'était si vous voulez, quelqu'un qui est un peintre, quelqu'un qui fait de la mise en scène, quelqu'un qui crée un livre, il signe vraiment clairement. Et ce que j'ai dit, c'était un peu une obsession chez moi, c'est parce que si j'avais une honte à signer, en fait. Parce que je ne voulais pas être... comment dire ce qui me semblait, ce que je ressentais comme nécessaire à faire n'était pas ce que je voulais voir de moi-même. Et du coup, ça m'a permis d'être dans le milieu de l'art,
et de créer tout en ayant cette espèce d'ambiguïté, de me cacher quand même derrière, mais non, mais c'est un personnage, ou c'est pas vrai. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tout cas, c'est sûr que ça a été une dynamique très forte au début, de la dynamique de la honte, d'essayer de gérer ce truc de. En fait, fondamentalement, j'aimerais bien être une autre personne. Je sais pas comment dire ça. Et que le jeu, c'est un endroit d'ambiguïté, parce que les gens disent ah bah oui, mais c'est pas elle, c'est une autre personne, effectivement. J'arrive pas à mettre ça plus clair. Non, c'est clair. Enfin, voilà. Donc la honte, c'est effectivement à voir avec l'ego, enfin, de toute manière, je veux dire, parce que c'est. Et voilà, et après, quand je continue de parler de l'ego, je sais pas pourquoi, c'est qu'en fait, à partir du moment où on sait où on est, il y a quelque chose d'agréable, mais il y a quelque chose de stérilisant. C'est vraiment stérilisant. Genre, à la fois, il y a beaucoup de films que j'ai abordés, notamment par exemple la collaboration avec Téchiné, ou même avec les Dardennes, quand c'est la première fois, ou quoi, genre, quand c'est le premier plan, où j'ai abordé avec une espèce de prétention extrême. C'est-à-dire de dire, bien sûr, je peux le faire, alors qu'au fond, j'avais très peur, quoi. Donc il y a aussi ce rapport-là, enfin, pardon, du coup, je me perds un peu dans certaines choses, mais c'était quand même pour parler de cette dynamique. Mais le fait d'être prétentieuse à certains égards, au départ, dans l'abord des films, m'a permis d'être fragile derrière, en fait. Si j'avais dit non, j'ose pas, en fait, je me serais complètement effondrée. Et je dise, bien sûr, je sais le faire, et qu'après, je fais un truc, et tout le monde se dit, ouais, c'est effectivement fait. Et moi aussi, je me dis, mais c'est effectivement fait, mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je savais pas forcément le faire avant. Et voilà. Et quand on commence avec la reproduction de soi-même, et qu'on tourne sur les mêmes thèmes, etc., je pense pas qu'on s'approche de la vérité. Je pense qu'on est plus dans une zone de confort, en fait. Ah oui. Excusez-moi, je reviens juste sur la question d'être objet du réalisateur et comment finalement, selon tes collaborations, notamment avec Céline Sciamma, vous devenez, même avec Noémie, sujet en fait. Et je trouve que dans le film, portrait de la jeune fille en feu, là du coup, et puis sujet en tant que femme, qu'est-ce que les femmes au-delà, j'ai trouvé vraiment, ce film est magnifique. Voilà, je trouve que la collaboration avec Céline Sciamma, c'est très bon. Objet, sujet. Alors, en fait, il y a un concept qui est assez intéressant. C'est le concept, pardon. C'est la discontinuité du corps, en fait. Alors, en fait, c'est juste que on se vit en tant que corps infini. D'accord, on émerge dans l'enfance, c'est un truc de, je crois que c'est de Beauvoir ou Sartre, je veux dire que c'est de Beauvoir. Et en fait, c'est donc le corps pour soi et le corps pour l'autre. Et en fait, en tant qu'acteur, on est vraiment pile sur l'interrupteur de ça, parce que on a l'infini de la prétention artistique, comme je vous disais, c'est-à-dire de l'ambition de l'art. C'est-à-dire, on se dit, on a des espèces de moments d'extase, parfois, pas tout le temps, mais dans le jeu. De création, on a l'impression d'avoir mis en adéquation son intellect, la dimension sensible, l'autre, etc. Et puis après, on nous dit non, et si vous pouvez sourire sur le tapis rouge, etc. Et qu'est-ce que vous mettez comme crème de jour? Et là, c'est la dépression, quoi. Donc, ce rapport-là, objet, parce que d'un coup, on se rend compte aux yeux que le saut périlleux n'a pas été effectué, on n'est pas retombé sur nos deux jambes, quoi. On est retombé sur les dents, en fait. On a fait un saut périlleux en se disant, me voilà, monde. Et le monde a dit, mais en fait, il y en a eu déjà 25 000 des objets comme toi. Donc, tu vas juste te mettre là et gentiment sourire et répondre aux questions qui sont qu'est-ce que ça fait d'être dirigé par, d'être regardé par, et donc voilà, c'est un truc hyper objectifiant. Je dis ça, c'est donc il y a de toute façon cette ambiguïté pour nous. Après, comme j'essaie d'expliquer au cours du monologue là, que vous avez eu l'occasion d'entendre, depuis quand même pas mal de temps, je revendique ce statut de dialogue avec les gens. Donc en fait, c'est juste que je le revendique au moment avec mes collaborateurs où je dis en fait je leur dis même pas, juste je le fais, quoi. Et je fais cette proposition sur laquelle je fais mon petit truc. Et voilà, après maintenant, aujourd'hui, c'est de le défendre publiquement. Parce que mais dans le cadre du film de Céline Sciamma, Le portrait de la jeune fille en feu, c'est aussi
faire un sort à l'idée passive de la muse, quoi. Parce que grosso modo, la muse, c'est le rôle des femmes dans l'art. Et c'est, majoritairement, on va dire, parce qu'effectivement, il y a effectivement des peintres femmes, il y a effectivement des artistes actifs femmes, mais quand même, la muse, c'est le rôle majoritaire des femmes dans l'histoire de la peinture. Et donc, de le rendre genre absolument passif, c'est aussi une insulte, quoi. C'est aussi une façon de dire, bah, de toute façon, les femmes, je veux dire, à un moment, ne sont pas des artistes. Et ça, c'est chiant, quoi. Et donc, on est obligé de se battre un peu politiquement à ce regard. D'ailleurs, je me permets de faire une petite incartade à ce sujet, car j'étais un peu vexée en voyant dans la programmation, nous avons eu l'occasion d'en parler avec Paolo, que il y avait que le film de Roman Polanski était projeté. Et je pense que dans le contexte actuel, ce serait pas mal d'encadrer ce film d'un débat sur qu'est-ce que c'est que la différence entre un homme et un artiste, et sur la violence faite aux femmes. Et ça, je trouve que ça, vraiment, c'est un truc à prendre au sérieux. Je pense qu'en France, particulièrement, c'est pas forcément le cas dans les cultures anglo-saxonnes. En France, dans les pays latins, etc., on met tout ça sous le coup de la liberté de création de l'artiste. Et je pense qu'il est vraiment, vraiment souhaitable pour tout le monde qu'on questionne aussi ça. Et c'est une question complexe et qui nous aide à vraiment, je tremble parce que je suis un peu émue, mais c'est quelque chose qui m'importe vraiment. On a besoin de ne pas le recouvrir de non, mais ça c'est la liberté de création. Non, attendez, là on parle on est dans une structure où voilà, on est tous plus ou moins informés maintenant de ce que ça signifie la culture du viol, c'est-à-dire quand même, on parle d'une femme sur 5 qui est concernée directement par la question du viol, donc on peut en parler de manière structurelle. Et c'est trouver au moins d'ouvrir le débat pour que ça change, parce que c'est un fait social, ce n'est pas naturel. Donc voilà ce que je me permets de dire, et j'aurais. Bonjour, je me présente, je suis sourde et je vous adore en tant que comédienne. J'ai vu tous vos films, enfin presque tous. Et par rapport au jeu d'actrice, dans le film Orpheline, le réalisateur est Arnaud. Voilà. Et je suis vraiment étonnée qu'en fait, la mise en scène est très spécifique dans ce film, très différente. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus, parce que je suis intéressée d'en savoir plus sur ce film-là en particulier? Oui. Alors, absolument. Je suis... Oui, en fait, je suis d'accord. C'est-à-dire, Orpheline, c'est un film, comme je vous ai dit, c'est quand même une forme d'exception à ce moment-là pour moi, parce que c'est un film qui ne repose pas sur la collaboration dans l'intention. C'est une collaboration dans l'intensité. Du coup, par rapport au tournage très concrètement du film, en fait, Arnaud Desballières voulait une seule valeur de plan. Il voulait des regards qui soient quasiment des regards caméra, ce qui veut dire qu'on met des scotch sur le pare-soleil de la caméra, et qu'on joue avec ça. Et du coup, ça implique effectivement un rapport de travail qui peut pas forcément libérer l'imaginaire de l'acteur. Parce que pour vraiment, quand je dis libérer l'imaginaire, ça a l'air d'être un truc faux, mais en fait, c'est juste, ça permet de créer des nouvelles images dans lesquelles on est libre, parce que sinon, on a du mal à s'affranchir de ce qu'on voudrait être. Et du coup, dans le cas de Desballières, c'était vraiment un peu rude, parce qu'il me faisait refaire 25 fois la même prise, et je comprenais pas pourquoi, parce qu'il voulait exactement obtenir ça. Et en fait, c'est un des rares réalisateurs avec qui j'ai travaillé qui voulait obtenir quelque chose de très précis. Et du coup, ça lui plaisait pas trop, les variations. Il y avait une idée dans le plan, dans la scène, dans le film, et c'était ça qu'il fallait suivre, c'était son univers, quoi. Et du coup, voilà. Après, pour moi, Orpheline est une expérience assez limite, parce que j'ai vraiment quasiment un peu côtoyé limite la folie à la fin, donc je veux dire que c'était pas extrêmement simple. Non plus les rapports de plateau qui n'étaient pas simples. Même si j'adore, pour le coup, j'adore Arnaud Desballières, mais on a eu des problèmes de plateau qui étaient assez violents, quoi. Du coup, voilà. Donc, en effet, c'était pas un film qui est basé sur. Voilà, il n'y a pas l'idée de moi qui vais recréer mon rythme, qui vais insuffler une sorte de. Mais quand je dis moi, enfin, je parle de. Évidemment, il y a d'autres acteurs qui font la même chose, hein, mais je veux dire,
qui va signer par le rythme, signer par l'invention. Et ça, c'est lié au fait qu'il y a un découpage très précis et un code de jeu très précis aussi. Voilà. Et ça, c'est une façon d'envisager le cinéma qui, en fait, a créé des films qui peuvent être vraiment intéressants. Je trouve qu'Orpheline, c'est vraiment un film intéressant. Mais qui, voilà, comme je disais en préambule, c'est pas forcément... ça m'intéresserait plus trop aujourd'hui, en fait. De ne pas pouvoir créer par le tempo et l'horizontalité. En fait, quand j'appelle l'horizontalité, c'est en fait essayer de recréer un nouveau sentiment chez le spectateur qui ne soit pas un sentiment miroir du sentiment vécu par l'acteur. C'est-à-dire, grosso modo, si je pleure toutes les larmes de mon corps, la personne en face, l'écran n'est pas un miroir, en fait. Le spectateur ne va pas recevoir cette émotion mimétique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire les films aussi comme ça, parce qu'il y a... il y a effectivement des mises en scène, par exemple, de scènes de désespoir, où on imagine que parce que les acteurs sont désespérés, le spectateur est désespéré. Et en fait, j'ai l'impression que ça ne marche pas tout le temps. C'est des questions effectivement de mise en scène et de comment on essaie de composer une émotion particulière pour le spectateur. Et ça, je dois dire que c'est une question qui est aujourd'hui une question qui m'excite beaucoup autour de la recherche dans l'émotion. Et comme je vous disais, par rapport à cette horizontalité qui est composée de tempo, de dissociation de rythme, de dissociation de sens, de texte et de sous-texte, etc., de réussir à créer une émotion qui soit vraiment purement cinématographique et pas mimétique. Ça, c'est un enjeu assez excitant et assez infini, en fait, du fait de jouer. Du coup, je me suis un petit peu éloignée, mais j'ai développé en même temps. Voilà. Merci. Alors, merci. Eh ben, j'ai l'impression que, sauf s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, oui. Mais, en fait, il y a 2 personnes. Du coup, je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai 2 questions en une, en fait. Oui. Déjà, merci d'être là pour parler de votre métier. La première question, je veux savoir, c'est que là où vous en êtes dans votre carrière, est-ce que vous êtes encore prête à accompagner des premiers films? La deuxième question, je suis auteur-réalisateur et puis je suis en train de travailler sur un premier film et vous êtes le personnage du film qui défend une cause féminine. Et, voilà. Et si vous avez 2 minutes pour en parler après, j'aurais tenté c'est sur de date en fait. Exactement. Oui. Enfin, je veux dire, je trouve formidable les premiers films. Mais parfois j'ai peur d'être trop massive, mais après je trouve que c'est ultra excitant, en vrai, les premiers films. Et donc oui, mais parlons-en tout à l'heure peut-être. Enfin, oui, c'est ça. Je ne veux pas monopoliser mais effectivement, ça marche. Ok. Si, je sais pas. C'est vous, non? Non. Et, vous aussi. Oui, pardon. Vraiment, j'aime beaucoup ce que vous faites, vraiment. Et nous, la communauté sourde, on n'a souvent pas de sous-titrage, que ce soit à la télé, au cinéma, même au cinéma, hein. Surtout les films français, en fait, ils sont très rarement sous-titrés. On a des films étrangers qui sont sous-titrés énormément, mais pas les films français. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est vrai qu'en France, ce serait bien, pour rendre hommage à notre communauté, qu'il puisse y avoir plus de sous-titrage. Voilà. Une plus d'accessibilité. Alors, je suis d'accord. Effectivement, ce serait un peu difficile d'être contre. Mais je veux dire, alors pour l'histoire, sur le portrait de la jeune fille en feu, donc il y a une version alors audio description et qui a été vérifiée par notre productrice et qui s'est rendu compte qu'elle était ultra sexiste, l'audio description.
Et parce qu'elle se focalise absolument sur les tétons qui pointent et la peau qui est comme ça. Et du coup, on était ultra choqués de découvrir que peut-être il y a une espèce de gang de gens qui sont dans l'autodescription et qui sont hyper sexistes. Mais sinon, par ailleurs, je suis tout à fait. Enfin, je veux dire, j'en ai pas conscience autant que vous, évidemment, mais je suis tout à fait pour que se développe tout ce qui est accessibilité, en fait, au cinéma pour tout le monde, évidemment. Et c'est ce que fait le festival. Oui. Bah, si vous dites, je vous répéterai. Enfin, ou pas, vous avez un micro qui arrive. Si en tant qu'actrice, quand vous, à l'approche d'un scénario, à l'approche d'un rôle, est-ce que vous inventez votre propre personnage? Est-ce que vous jouez un personnage? Est-ce que vous avez besoin d'imaginer comment va se comporter le personnage, ou est-ce que vous jouez vous-même? Est-ce que vous êtes vous-même? En fait, la réponse est un peu entre les deux. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu de manière confuse, je reconnais. Mais c'est que si vous voulez, pour moi, un personnage n'est pas une personne. C'est une tentative de réponse. Alors, concrète à une question philosophique. Donc, si vous voulez, ça veut dire, grosso modo, que j'ai un axe qui va avec la question de l'engagement corporel dans les combattants, la question de l'amour dans Suzanne, la question du minimum humain dans le film des Frères Dardenne, entre autres, la question d'un personnage créé sur l'axe du regard sur la jeune fille. Voilà. Et en fait, là-dedans, après, tout ça ne préécrit pas le film, ne préécrit pas le rôle. Parce qu'après, j'ai l'impression d'envisager aujourd'hui vraiment le jeu comme un sport. Et de voir que on se prépare avec une question philosophique ou avec un certain nombre de choses, de certains éléments qui vont être l'apprentissage du texte. Alors comme j'ai dit, ça peut sembler ridicule, c'est comme les gestes en fait. Si on l'apprend genre une semaine, ça marche pas parce qu'on peut pas insuffler un autre rythme, on peut pas créer de liberté, on peut pas répondre vraiment à ce que fait la proposition de l'autre. Et en fait, toute proposition qui est non libre, qui est un peu guidée par mon Dieu, j'ai peur, je connais pas mon texte ou je sais pas quoi, ça crée des trucs chiants, ça crée des blocs en fait, ça crée des absences de choix. Donc ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve, je veux dire, c'est pas un vrai truc. Et du coup, en ça, je prépare vraiment les rôles de manière... bon, déjà, ça dépend des rôles. Et sinon, je les prépare vraiment simplement si, par exemple, c'est un rôle qui est écrit où il n'y a pas d'improvisation. Très, très concrètement, j'apprends le texte, genre ultra bien, 6 mois à l'avance, s'il faut, comme ça, c'est fait. Ensuite, je me dis, qu'est-ce qui m'excite avant, je me dis, qu'est-ce qui m'excite dans ce scénario? J'ai une question, voilà. Et s'il faut, après, comme dans les combattants, il y a de la préparation physique, ou comme dans Naissance des pieuvres, il y a carrément l'apprentissage de la natation synchronisée. Enfin, ça, c'est des espèces de trucs, de projets annexes qui sont super excitants aussi, de plonger dans des univers comme ça. Mais du coup, voilà. Mais non, sinon, je ne me dis pas qui était-elle avant et qui est-elle après. Ça n'évoque pas d'excitation chez moi. On a encore 2 questions, mais c'est un super succès. Mais. Ah, il est là? Ah, merde. On doit libérer la salle pour la projection Je suis suivante. désolée. Mais non. Merci beaucoup.